Pour moi, écrire n'est pas un travail, mais c'est dire à écrire. Je pense que les écrivains qui écrivent en utilisant GPT se privent du plaisir d'écrire. C'est un système qui copie, mais qui ne peut pas créer. Et vous vous privez du plaisir de progresser. L'intelligence artificielle et les robots, ce ne sont que des outils. Maintenant, la clé, ce n'est pas l'intelligence. Annyeonghaseyo, je m'appelle Bernard Werber, je suis écrivain. J'ai écrit depuis 30 ans, 30 romans, et je suis très content d'être en Corée du Sud. Je lui ai demandé d'écrire un livre comme Bernard Werber, enfin d'écrire une petite histoire comme Bernard Werber, et il l'a fait. Il a copié le style des fourmis et il a mis un scientifique qui fait des découvertes avec les animaux. Et j'ai pu voir aussi du coup la limitation du programme. Il ne fait que imiter des choses qui existent déjà. Mais il ne peut pas innover puisqu'il se base sur des textes qui existent déjà. C'est un système qui copie mais qui ne peut pas créer. Personnellement, je le ferai jamais parce que j'ai du plaisir à écrire. Je pense que les écrivains qui écrivent en utilisant GPT se privent du plaisir d'écrire. C'est un peu comme si vous aimez faire du ski et vous utilisez un robot qui skie à votre place. Vous vous privez du plaisir de faire du ski et vous vous privez du plaisir de progresser. C'est pourquoi je pense que c'est pas une bonne idée d'utiliser ChatGPT pour écrire des bouquins pour un écrivain. Les robots ne peuvent faire que ce pour lequel on les a programmés. Ce ne sont que des outils. Mais un outil, on peut faire du bien ou du mal. Avec le feu, on peut faire cuire un aliment et avec le feu, on peut faire brûler une maison. Avec la bombe atomique, avec le nucléaire, on peut faire de l'électricité, on peut faire la bombe atomique. L'intelligence artificielle et les robots ne sont que des outils. Mais c'est des outils qui vont permettre aussi de faire beaucoup plus de travail. Comme les bulldozers permettent de faire mieux le travail que certains ouvriers. Maintenant, la clé, ce n'est pas l'intelligence, c'est la conscience. La prochaine étape, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la conscience artificielle. Je vais expliquer ce qu'est la conscience artificielle. La conscience artificielle, ça veut dire faire un programme qui soit conscient qu'il est un programme. Et aussi faire un programme qui soit capable de prendre une décision qui n'a pas été programmée par l'homme. Ça veut dire aussi faire un programme qui soit capable de prendre conscience qu'il est né et qu'il peut mourir. Ce qui veut dire aussi que dès le moment où ce programme prendra conscience qu'il peut mourir, il aura peur de mourir et il fera tout pour éviter de mourir. Là, on basculera vraiment dans autre chose. À ce moment-là, les programmes ne seront pas des serviteurs, mais ce seront des associés. Avec le risque qu'un jour les programmes aient une conscience plus large que la nôtre et donc deviennent plus forts que nous. Cela dit, je pense que d'ici 5 ans, ça devrait pouvoir être possible. Et là, ça sera vraiment passionnant. Si vous voulez, on se donne rendez-vous dans 5 ans et on en reparle. Pour l'instant, la science-fiction est le domaine dans lequel l'être humain montre le mieux sa capacité de voir le futur. Autant, déjà, il est possible de faire des livres de romance par l'intelligence artificielle. Il est possible de faire des romans historiques par l'intelligence artificielle. Il est possible de faire des romans de géopolitique par l'intelligence artificielle. Il est possible même de faire des romans psychologiques, autobiographiques par l'intelligence artificielle. Bien sûr, il est possible de faire des essais dans le domaine historique, scientifique ou économique, mais il n'est pas possible de faire de la science-fiction. Parce que la science-fiction n'a pas de limite. La science-fiction n'a pas de règles. La science-fiction est un domaine complètement ouvert, puisque c'est dans le futur, donc c'est ouvert sur le court, le moyen et le long terme. La science-fiction joue avec les dimensions et avec le réel. Ce sont des notions très difficiles à prendre à un système d'intelligence artificielle. Maintenant, au fur et à mesure qu'il y aura des progrès, on devrait pouvoir créer une science-fiction basique, mais c'est le domaine le plus difficile de création. Je crois que l'intelligence artificielle va nous forcer à va forcer les écrivains à tenter d'être incopiables. Et ça, c'est une chose très positive. Par exemple, si j'avais fait que écrire des fourmis, un système d'intelligence artificielle aurait pu continuer mon œuvre. Mais le fait que je change chaque fois de thème fait qu'aucun système d'intelligence artificielle peut savoir quel va être mon prochain livre. Un coup, j'écris une pièce de théâtre, un coup, j'écris un livre de nouvelles, un coup, j'écris un livre de poésie. Aucun ordinateur ne peut savoir quelle va être ma prochaine idée. Pour ce qui est des copyrights, je pense qu'il va y avoir des accords qui vont être posés et des règles, mais il y aura toujours un moyen de les contourner, ne serait-ce que parce qu'il y a des pays où les copyrights ne sont pas respectés. Des pays sont vertueux dans les copyrights, il y a des pays qui ont des comportements de voyous et dans lesquels il n'y a pas de respect du tout des copyrights des auteurs.
Longtemps, mes livres, d'ailleurs, dans certains pays, étaient traduits sans le moindre copyright. Et ce n'est que récemment que ces pays ont commencé à respecter les copyrights, mais il reste encore des pays dans lesquels il y a des traductions de mes livres sans copyright. Donc ça s'applique aussi à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pourra avoir des formes de métaphores, mais ça ne pourra jamais être les mêmes que celles des humains. Puisque ça dépend de la culture, et la culture change tout le temps. Ou alors il faudrait mettre un système qui soit tout le temps au courant de toutes les utilisations de métaphores qui existent dans un langage. Le sujet, c'est la chose la plus importante. Et en effet, un système d'intelligence artificielle ne va choisir que les sujets pour lesquels on l'a programmé à faire des choix. Quand j'écris un livre, mon souci est de trouver un sujet qui n'a jamais été utilisé. En fait, pour trouver une idée de roman, il faut mélanger deux idées. Par exemple, les chats, c'est le mélange du point de vue du chat plus l'apocalypse. La prophétie des abeilles, c'est le mélange de l'hypnose avec les abeilles. Donc le fait de mélanger deux choses, pour trouver une idée, c'est à ce moment-là que se trouve la principale originalité de l'écrivain. Mais c'est important de comprendre que derrière tout roman, il y a deux idées. L'une des choses les plus importantes pour moi, c'est d'expérimenter. C'est pour ça que je voyage, c'est pour ça que j'ai fait récemment du parachutisme au-dessus des pyramides, la pyramide de Khéops. C'est pour ça que je pratique l'astronomie. Et chaque fois qu'on me propose une expérience qui sort un peu de l'ordinaire, je la fais précisément pour pouvoir nourrir mes romans. Si un robot devait imiter mon travail, il faudrait qu'il se déplace beaucoup. Je ne crois pas à l'écrivain qui reste enfermé dans une pièce comme un moine et qui parle à personne et qui trouve toutes les idées. L'une de mes sources principales d'idées, c'est la conversation que j'ai avec les gens. Et c'est parce que quand je raconte l'histoire, je vois que ça les intéresse, que ça me donne envie d'écrire l'histoire. Parfois, c'est aussi eux qui me donnent l'idée en me parlant de leur travail. Je me dis, tiens, ça pourrait faire un roman. En fait, le métier d'écrivain est un peu comme un métier de sportif de haut niveau. Si on veut rester parmi les 10 premiers, il faut vraiment s'entraîner tous les jours. C'est pareil pour les champions de sport, c'est pareil pour les musiciens, c'est pareil pour la plupart des créations, des créateurs. L'imagination est un muscle. Si on ne l'utilise pas, il se défait. Et plus on l'utilise, plus c'est facile de l'utiliser. Je vois ça un peu comme un jogging, c'est-à-dire ou un marathon. Il faut trouver un rythme et être très régulier et jamais s'arrêter. Si on s'arrête, c'est très difficile de redémarrer. J'écris tous les jours depuis l'âge de 16 ans et je n'ai jamais envisagé la possibilité de me reposer une journée. C'est pour ça que j'arrive à sortir un livre tous les ans et que je n'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche. En fait, tous les ans, j'écris 2 romans, mais il y a un moment, il y a un des romans qui me semble moins fort, alors je l'abandonne et je fais le deuxième. Un peu comme des jumeaux. À un moment, il y en a un qui meurt et qui décroche et l'autre qui survit. Et parfois, celui qui a décroché, je le reprends bien plus tard, autrement. C'est juste que c'était pas le moment. Ma plus grande préoccupation, c'est que mes romans ne se ressemblent pas. Et je demande à mon éditeur d'être attentif pour me dire attention, ça tu as déjà fait quelque chose qui ressemble. À ce jour, j'ai écrit 33 romans et j'ai toujours eu comme préoccupation qu'ils ne se ressemblent pas entre eux. Aujourd'hui, j'écris mon roman qui va sortir en 2024, le 1er octobre 2024 en France. Donc j'étais à mon hôtel à Séoul et j'ai écrit 15 pages. Usuellement, je fais au minimum 10 pages tous les jours. Mais ce matin, j'étais très inspiré parce qu'il y a une idée qui m'a permis de changer la structure entière du roman. Donc ce matin, j'ai travaillé sur la structure même du roman. Je passe beaucoup de temps pour faire le plan et je commence la rédaction que quand je suis vraiment satisfait du plan. Un peu comme pour une maison, il me faut d'abord avoir les murs et les fondations avant de faire la décoration intérieure. Je peux passer 3 mois à travailler sur le plan et après l'écriture va très vite. Et c'est un processus qui se fait dans la joie. L'écriture c'est un processus qui se fait dans la joie. Et au moment où j'ai dû arrêter pour venir ici, j'avais encore envie d'écrire. Un peu comme si je quittais un repas alors que j'ai encore faim. J'ai déjà répondu à cette question parce que la vraie problématique, c'est le passage de l'intelligence artificielle à la conscience artificielle. L'intelligence artificielle ne changera rien. C'est la conscience artificielle qui peut changer dans la mesure où les ordinateurs pourraient devenir une sorte de nouveau pouvoir. À ce moment-là, le questionnement, c'est quel est l'intérêt et la motivation des programmes. Il y a une pulsion de mort chez l'homme. C'est quelque chose de très profond et très ancien. Cette pulsion de mort, est-ce qu'on la transmet? La question est, est-ce qu'on transmettra cette pulsion de mort aux ordinateurs? Je vais expliquer ce que j'appelle pulsion de mort. Avant, pour pouvoir survivre, l'homme devait tuer des animaux, voire des animaux dangereux.
Après, pour pouvoir survivre, l'homme a dû tuer d'autres hommes. Ça s'est passé sur des centaines de milliers d'années. Du coup, ça s'est inscrit dans nos gènes. Et maintenant, nous n'avons pas besoin de nous battre contre des lions ou contre des ours. Nous avons encore des pulsions de guerre envers les autres peuples. Tant que nous n'avons pas sorti cette pulsion de mort, nous la transmettons notamment au programme. Donc il faudrait déjà que nous renoncions à notre pulsion de mort pour demander aux ordinateurs qu'ils soient dans la pulsion de vie. Au moment où je vous parle, il y a plein de pays qui font des menaces avec des armes nucléaires. Il y a plein de machines pour tuer qui sont programmées avec de l'intelligence artificielle, je pense notamment aux missiles. C'est donc des hommes qui ont programmé des machines pour qu'elles tuent un maximum d'autres hommes. Ce n'est pas la faute des machines, c'est ceux qui l'ont programmé qui sont responsables. Tant que l'homme aura cette pulsion de mort, il ne pourra pas demander aux machines de ne pas en avoir.